Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant ce magnifique fourgon. Il s'agit d'un Adria 640 SGX Sport. La version Sport, c'est la version avec le toit relevable qu'ils appellent pop-up. Si je fais cette petite vidéo, c'est pas pour vous parler de termes techniques ou de machin truc ou de combien il fait ceci, cela, les réservoirs. C'est juste pour vous donner mon avis personnel en tant que particulier. Ce fourgon, on l'a acheté maintenant il y a 9 mois et on est parti pendant 62 jours vers le Cap Nord. On a fait le Danemark, la Norvège, la Laponie, la Suède et on est parti avec 2 adultes et 2 enfants. Un de 7 ans et un autre petit qui a 1 an et demi. Donc c'était important pour moi de vous faire un petit retour sur ce véhicule parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, enfin il y en a quelques-unes sur YouTube sur ce véhicule, mais c'est que des véhicules de vendeurs et il n'y a personne qui vous donne réellement son ressenti ou son expérience par rapport à ce véhicule sur de longs voyages. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Alors la première chose sur ce véhicule, c'est le moteur. C'est lui qui nous permet de nous déplacer, bien sûr. Donc, il s'agit du dernier moteur Multi G3 140 chevaux, boîte 6 vitesses en version manuelle. Ce nouveau bloc moteur, je le trouve plutôt performant. Même si au niveau de la pédale, par rapport à un véhicule traditionnel, il faut quand même appuyer dessus, quoi. Si on reste tout léger sur la pédale, on sent que ça roule, mais c'est pas. Il faut quand même appuyer sur la pédale. Alors c'est pas un foudre de guerre, il n'a pas de la puissance, mais par contre il a énormément de couple. En Norvège, on a eu à affronter de nombreuses montagnes, des montées et des descentes, et franchement, pas une fois il a bronché. On n'a pas eu de problème au niveau de la traction ni de la motricité. C'était vraiment très agréable. 14 950 km en tout de road trip. Je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. Au niveau des pneumatiques, à la base, on est monté avec des Continental qui sont des pneus plutôt routiers, axés route, autoroute. En ce qui me concerne, je préfère avoir des pneus plutôt 4 saisons, notamment au niveau du grip, parce que quand on voyage, on est souvent amené, en ce qui me concerne bien sûr, je cherche toujours des petits chemins, des endroits un petit peu sauvages, même si avec ce fourgon on ne peut pas aller partout. Des fois, un petit bord de rivière, s'il y a un peu de terre, c'est facile d'accès. Il pleut dans la nuit, et le lendemain c'est de la gadoue. Ça m'est arrivé plusieurs fois de m'embourber avec des pneus classiques. Donc désormais, ce que je fais, dès que j'ai un nouveau véhicule, je monte des Michelin Cross Agilis, les Cross Climate, qui sont des pneus 4 saisons, et d'ailleurs qui sont obligatoires quand on va à la montagne. Et j'en suis plutôt extrêmement satisfait. Sur les 52 jours de road trip, on ne s'est pas planté une seule fois et pourtant on est allé dans des endroits où il y avait de l'herbe, où c'était humide, où le terrain était plutôt mou et ça a accroché, même s'il y a une ou deux fois ça a patiné un petit peu. Franchement, on est passé partout, on n'a eu aucun problème. Alors là, on va aller dans la cabine de pilotage. Ici, on a le nouveau tableau de bord de chez Fiat, donc c'est la version 2022. On vous fera un point de vue de l'intérieur un peu plus grand. Alors, en ce qui me concerne, le siège, franchement, on est hyper bien installé. C'est super agréable de pouvoir piloter là-dedans. Il y a une bonne assise. Par contre, moi, je mesure 1,80 m. Je suis assez grand, mais je suis quand même dans la moyenne. Donc, il a quand même un défaut qui est important. C'est à ce niveau là-haut. Vous voyez, de l'autre côté, il y a une baguette qui normalement se prolonge tout le long. Et bien j'ai été obligé de la retirer parce que sinon, au niveau des panneaux, quand je regardais la route, en fait j'étais vachement limité, j'étais à cette hauteur. Ça veut dire que sur l'autoroute, je voyais les panneaux de loin, mais une fois qu'ils arrivaient devant moi, j'étais un petit peu coupé. Il suffit qu'il y ait un camion ou un truc entre les deux et ça me bloquait le visuel. Et même au niveau du visuel en totalité, puisque pendant ce voyage en Norvège, c'était vraiment magnifique, j'étais bloqué parce que au niveau hauteur ça allait pas. Et ce pourquoi? Parce qu'ici ils ont rajouté une platine. Alors cette platine, elle n'est pas bien épaisse, mais on ne peut pas descendre le siège plus bas. Donc on est limité au niveau de la hauteur. Donc ce que j'ai fait, je l'ai retiré. Il y a simplement 2 vis ici avec un cruciforme. Il suffit de tirer un petit peu vers le bas pour que la vis vienne prendre sur cette paroi là et ça se dévisse tout seul. Donc je l'ai retiré et puis le jour où je le revendrai, je la remonterai. Ça et attends, hop, reste loin et on va pas faire de plan parce qu'eux ils s'en foutent des plans. Je vais juste expliquer vite fait quoi. Bon,
Alors, ce nouveau véhicule, nouveau tableau de bord, nouvelle console, nouvel ensemble, nouvelle boîte à vitesse, nouveau système de direction assistée électrique. Il y a plein de petites choses nouvelles sur ce véhicule de 2022, notamment l'alternateur. Alors, ça a été un gros problème sur les précédents véhicules parce qu'ils avaient des alternateurs dits intelligents. Le problème de ces alternateurs, c'est qu'ils ne rechargeaient qu'une fois que la batterie principale était légèrement vide. Là, sur cette version, désormais, on a un système AC-DC, qui est DC-DC, qui est sous ce siège, et un alternateur qui est désormais classique, qui recharge constamment la batterie. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et c'est plutôt positif. Ensuite, ils nous ont installé ce magnifique machin, voilà. Donc c'est un poste Alpine. On va baisser le son. Voilà. Et à vrai dire, si on veut s'en servir de GPS, franchement, c'est nul. Le tableau est tout petit, il possède la carte TomTom à l'intérieur, mais franchement, pour naviguer, c'est vraiment, mais vraiment pas pratique. Même si on le connecte à son téléphone via une application et qu'on essaye de lancer une interface ou Android Auto, franchement, c'est nul. Enfin, nous, on s'en est jamais servi parce que c'est trop laborieux à utiliser et à mettre en place. On a utilisé simplement, grâce à cette tablette, ici, on mettait une grande tablette avec partage de connexion de nos téléphones mobiles et ça s'est très bien passé. On a utilisé Google Maps et Park Fortnite et c'était vraiment très bien. Au sujet encore de ce tableau de bord, ici, il y a une petite trappe. Donc celle-ci, on voit ici derrière qu'il y a un petit évent et elle est soi-disant réfrigérée. Donc le problème, c'est qu'elle fait les deux. C'est que l'hiver, quand vous mettez le chauffage, ben, ça chauffe. Et quand l'été, vous mettez le froid, ben, ça fait du froid. Donc c'est bien pour mettre des canettes au frais, mais dès qu'il fait chaud, si vous avez des gâteaux ou des trucs comme ça qui traînent, nous une fois on a eu des plaques de chocolat, mais on l'a retrouvé fondu sans faire attention, quoi, alors qu'on était en hiver, quoi. Au niveau du volant, ben, il est vraiment agréable, ils ont fait une belle finition, toutes les commandes sont vraiment accessibles. Il y a juste un truc au niveau des plus et des moins, je ne me souviens plus exactement, mais quand on change de variation, c'est assez brutal. C'est-à-dire que c'est pas comme sur le Volkswagen, le T6 que j'avais, où quand je changeais le limiteur de vitesse pour monter ou descendre, c'était pas brut, c'était plutôt souple, il montait légèrement en accélération, alors que là, c'est d'un coup, il prend la vitesse et c'est assez dérangeant parce que c'est comme si on appuyait à fond sur la pédale, quoi. Et aussi autre chose concernant la consommation, qu'on a remarqué, et aussi autre chose concernant la consommation, c'est que dès qu'on dépasse les 110 km/h, eh bien, la consommation elle explose. Alors entre 100 et 110 sur autoroute, on est entre 9,5 litres et 10 litres et demi au 100. Mais par contre, dès qu'on passe sur des 120, 130, alors là on explose les compteurs, on passe à 16, 17 litres au 100. C'est énorme, quoi. C'est une consommation de folie. Et aussi un autre point à prendre en compte, c'est quand on utilise le régulateur de vitesse, eh bien, si on est amené à monter une colline et qu'on veut garder sa vitesse active, c'est-à-dire par exemple 110 ou 120, et bien là la consommation elle monte à 20, 21, 22, 25 litres parce que le véhicule va constamment chercher à garder cette vitesse et il va accélérer, accélérer, accélérer. Donc moi dans les montées, sur autoroute, eh bien, je le retire et je joue plutôt avec ma pédale pour essayer de limiter cette consommation, même si elle est brève, hein, mais ça reste quand même assez... c'est un gros consommateur de carburant si on roule vite. Hein. Au niveau de la boîte, elle est vraiment super souple. Pas une seule fois elle a craqué. Pas une seule fois je me suis raté sur les vitesses pour pouvoir les enclencher dans les cols et les lasser quand on était en Norvège. Ça s'est vraiment très très bien passé. Au niveau de l'USB, on en a deux ici. Et on en a ici une prise allume-cigare qui permet à nouveau de pouvoir brancher deux USB. Donc ça nous fait un USB-C pour les charges rapides et trois USB classiques, ce qui est amplement suffisant. La clim, c'est une clim cabine, hein, elle fonctionne très bien à l'avant. Par contre, pour diffuser à l'arrière quand il fait très chaud, c'est quand même une autre histoire. Le truc qu'il faut savoir, c'est que plus votre véhicule a une couleur foncée, plus l'été il va avoir chaud. Parce qu'on sait très bien que les couleurs foncées attirent la lumière et la chaleur et la stock. Donc là, on est sur un véhicule blanc, donc ça attire moins la lumière, mais quand il fait chaud, il fait quand même très chaud à l'intérieur. Même avec la clim habitacle, il faut vraiment tout envoyer ici pour que les enfants à l'arrière, ils aient quand même de l'air frais, quoi.
Donc pour la configuration nuit, rien de plus simple. Il suffit simplement de pouvoir faire pivoter les sièges. Donc ici on a un petit système. C'est assez facile. Voilà. Alors déjà le siège passager. Ensuite le truc c'est que pour le siège conducteur, il faut absolument mettre une vitesse. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit sur ce genre de véhicule, on laisse à l'arrêt toujours une vitesse enclenchée. Ça c'est une règle parce que si le frein à main, on l'a pas assez tendu ou il y a un problème, qu'un gamin joue avec votre frein à main, il faut toujours avoir une vitesse d'enclencher, que ce soit la nuit, le jour, quand on stationne, ça c'est une règle. Hop, et après, je pivote ici. Et je viens tourner mon siège. Donc là j'ai la coudoir, il faut que je le baisse. Ah oui, c'est ma ceinture qui gêne, tu vois. Voilà, ça c'est du direct, tu vois. Ok, donc là on se retrouve en position dinette. Alors la première chose que j'ai fait en ce qui me concerne, c'est ici, ils ont mis un petit grip avec des dents qui permet que la table elle évite de bouger. Nous comme on a des enfants, on est toujours en train de la déplacer, donc il y a toujours des trucs dessus. Donc on l'a viré et du coup maintenant la table elle coulisse toute seule. Voilà, tout simplement. Ce véhicule n'est pas équipé de système ISOFIX à l'arrière. Donc il a fallu qu'on trouve un siège enfant qui puisse s'adapter, et notamment au niveau des assises sur les côtés du siège enfant, pour que une fois que la table on l'avait ramenée vers le fond, notre enfant il puisse manger et être le plus près possible de la table. Donc on a trouvé un siège chez Chico, qui est un fabricant de sièges enfants, qui coûte pas très cher, qui n'est pas hyper sécure, mais c'était le seul qu'on ait trouvé qui correspondait un petit peu à ce qu'on recherchait, c'est-à-dire pouvoir rapprocher la table de l'enfant et qu'il soit assis confortablement. Ça, je vous mettrai le lien dans la vidéo si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller voir. Au niveau de l'habillage, ici on n'a pas eu trop de problèmes. Vous voyez, hop, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Pas grand chose, hein. Il y a ça ici là, alors ça c'est vraiment pratique, surtout le matin quand on a tout de fermé et qu'on veut rester un petit peu isolé. Le fait d'ouvrir le Skydome, ça apporte énormément de lumière à l'intérieur. C'était vraiment très agréable ça. Par contre, l'inconvénient de ce Skydome, alors c'est toujours pareil, il y a des avantages et des inconvénients, c'est que c'est pareil, c'est un puits de lumière et c'est un puits de chaleur, quoi. C'est impressionnant la journée, si vous le laissez ouvert, la chaleur qu'il va faire dans le véhicule. Parce que celle-ci elle pénètre, il n'y a pas de truc anti-UV dessus on dirait, et ça vient vraiment à l'intérieur taper, il fait extrêmement chaud, quoi. Autre recommandation, ne le fermez jamais complètement, laissez toujours un espace d'une main à peu près, vous voyez. Sinon la chaleur s'accumule là-haut et ça vient un petit peu abîmer tous les matériaux qu'il y a autour. Voilà, il faut faire vraiment attention à ça, quoi. Alors la première chose sur ce véhicule, c'est le moteur. C'est lui qui nous permet de nous déplacer, bien sûr. Donc il s'agit du dernier moteur Multi G3 140 chevaux, boîte 6 vitesses en version manuelle. Ce nouveau bloc moteur, je le trouve plutôt performant. Même si au niveau de la pédale, par rapport à un véhicule traditionnel, il faut quand même appuyer dessus, quoi, hein. Si on reste tout léger sur la pédale, on sent que ça roule, mais c'est pas. Il faut quand même appuyer sur la pédale, hein. Alors c'est pas un foudre de guerre, il n'a pas de la puissance, mais par contre il a énormément de couple. En Norvège, on a eu à affronter de nombreuses montagnes, des montées et des descentes, et franchement, pas une fois il a bronché. On n'a pas eu de problème au niveau de la traction ni de la motricité. C'était vraiment très agréable. 14 950 km en tout de road trip. Je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. Bon, on a eu un petit problème de son ce week-end, donc là on est mardi. J'ai changé de t-shirt, je me suis refait tout beau et il n'y a pas Laura qui est là. Et en fait, on va reprendre la vidéo un petit peu où on en était et on va continuer de faire le tour. Alors, je pense qu'on en était ici. Alors, coin cuisine. Donc, pas de souci. On a utilisé parce qu'on a un petit bébé qui a 1 an et demi. Donc, on a utilisé un siège de chez...
Oh, je sais plus, je vous mettrai le lien. Là, je suis un peu fatigué, j'ai fait le ménage à l'intérieur. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait, le problème sur cette table, c'est que pour la déplacer, on est obligé de la lever. Vous voyez, et quand on a des enfants et qu'il y a plein de jeux dessus, c'est un petit peu le bordel. Donc ce qu'on a fait, j'ai retiré à l'arrière là-bas le petit crochet qui permet de maintenir la table stable, ce qui me permet désormais de pouvoir la faire coulisser. Vous voyez, comme ça là. Bon là je suis tout seul mais c'est pas évident. Et du coup on installe les enfants tranquillement et on n'a plus qu'à faire coulisser la table. S'il y a les jouets tout ça dessus, c'est bien plus pratique. C'est-à-dire qu'il y a un petit crochet là qui est tout au fond derrière et qui bloque la table. Donc sans la retirer et ça permet d'avancer et de reculer. Ensuite, vous voyez cette petite partie noire là-bas qui est devant mon doigt, ben pareil, il y en a une qui a cassé. C'était en plastique, c'était vraiment mais vraiment pas solide, donc du coup je l'ai refait en impression 3D et je l'ai remis en place. Hop. Ensuite, techniquement, qu'est-ce qu'on a eu comme petit souci? Bah là on a perdu le petit capuchon, je sais pas où il est passé pendant les vacances, donc il s'est barré. Et on a eu aussi un souci avec le piezo qui est ici. Donc là je l'ai réparé. Vous voyez, il claque. Mais s'il ne claque plus, c'est parce que en fait, à force de nettoyer ici cette partie-là, l'eau s'est accumulée à l'intérieur et ça a rouillé, ça a grippé. Donc la petite technique pour le réparer facilement, parce que c'est juste un petit clip, ça, il suffit d'avoir un petit tournevis. On ouvre le tiroir qui est là. Je ne vais pas vous faire le tuto parce que j'ai pas envie de tout redémonter. On passe dessous, on coupe bien sûr là-bas au bouton l'électricité pour pas faire de faux contacts. On désactive l'électricité. On vient pousser dessous en passant la main et on vient retirer ce petit bouton. Ensuite, avec l'aide d'un petit tournevis ou d'un couteau, on a juste à le déclipser et vous allez voir à l'intérieur, il y a un ressort avec une petite platine métallique et deux petits cônes, deux petits picots. Il suffit simplement avec un couteau ou un grattoir de les gratter simplement pour enlever un petit peu tout ce qui est oxydé et ensuite c'est reparti. Ensuite, concernant ces deux feux, on a eu un souci, oui, en effet. C'est-à-dire que sur celui-là, pas sur le petit, mais sur celui-là, à 3 reprises, j'ai dû le démonter pour aller nettoyer le gicleur. Parce que le gicleur, c'était oxydé ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, il se bouchait. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous allez voir, vous n'avez plus de flamme qui sort, que c'est plus régulier, parce que normalement, c'est une belle grosse flamme, c'est que votre gicleur s'est bouché, il s'est oxydé. Ou parce qu'il y a des résidus, je sais pas, dans les canalisations qui remontent, qui viennent boucher ce gicleur. Donc pendant le voyage, j'ai dû le démonter 3 fois cette partie-là pour pouvoir le nettoyer. Celui-là, il est resté nickel. Mais celui-là, comme il y a beaucoup plus de pression et de débit, il y a de la merde qui doit remonter à l'intérieur. Et sinon, voilà, ça c'est bon. Ici, pas de souci avec le mitigeur. Ça s'est bien passé. De très bons contacts. On a eu de très bonnes relations avec la vaisselle. Ensuite, la salle de bain. Alors, cette salle de bain, elle n'est pas faite pour les gens qui sont un petit peu costauds ou musclés. Si vous faites du bodybuilding, vous oubliez quoi, parce que c'est vraiment rikiki. Le système de parois qui se déplace ici sur le côté, c'est génial. Par contre, une fois qu'on l'a déplacé, qu'on se retrouve dans la douche, il faut être assez svelte quand même pour pouvoir aller se laver les pieds et les fesses. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup d'espace. Donc si vous faites du bodybuilding ou si vous êtes un petit peu avec un petit peu d'embonpoint, il faut faire attention quand même parce que c'est pas trop fait pour vous quoi. J'ai aussi eu un petit souci avec la paroi qui ne glissait plus. Donc en fait c'était ici il y avait des picots qui s'étaient déboîtés ici et là. Donc je les ai remboîtés simplement en bas là avec un couteau bien plat ou une spatule. J'ai fait levier sur la partie qu'on voit là-bas pour le pousser, pour le ramener en haut. Et ensuite ici, à l'intérieur, j'ai mis une sorte de silicone en bombe qu'on utilise pour les joints, pour les coulisses, tout ça que j'avais. Et j'en ai mis à l'intérieur du coulissant ici. Parce que ça coinçait vraiment, au bout d'un moment, ça circulait plus, quoi. C'était vraiment coincé. Et maintenant, vous allez voir. Hop. Voilà, ça coulisse tout seul. Vous voyez, on le voit encore ici un petit peu que ça... On dirait que les plastiques se sont déboîtés. Et même que ça a frotté un petit peu, vous voyez. Là, tout ça, ça a frotté. Donc du coup, le fait de l'avoir graissé maintenant, là, c'est nickel. J'ai graissé, j'ai relevé les picots. Et ça s'est très bien passé. Ensuite, là-haut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, hein.
On va monter. Hop. Voilà. Alors, ici tout au fond, vous voyez, dans le centre, là-bas, vous voyez, il y a des traces là. Et bien en fait, quand on ferme la toile, si le scratch est mal mis, au lieu d'être amené vers l'intérieur, parce que sur les côtés, on voit il y a 2 tendeurs, et bien la toile, elle partait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on s'en est aperçu un jour, en nettoyant le hublot derrière, et bien la toile, elle était dehors, elle était par-dessus le joint, et elle prenait la poussière, elle prenait l'eau, l'humidité. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai descratché, et j'ai fait en sorte que le scratch se replie à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu triché sur le scratch en lui-même, en le refermant. Il n'est pas vraiment plat, il est légèrement bombé vers l'intérieur, ce qui fait que quand je plie maintenant, ma toile, elle vient à l'intérieur. Elle se ramène à l'intérieur. Autre chose, le lit il est hyper confortable grâce à ces petites alvéoles carrées, rectangulaires, je ne sais pas comment on peut dire. Franchement, moi j'ai hyper bien dormi là-haut, ça s'est très bien passé. Et en plus, on a un petit filet qui est là, qui vient se placer. Alors je ne vais pas vous faire la démo, mais moi j'en suis content parce que ça évite que la nuit les oreillers ne tombent. Parce que moi je fais 1m80, donc j'ai dormi pas mal de temps là-haut avec mon fils. Et on l'a régulièrement utilisé. Ensuite ici on a des petites lumières en USB. Elles ne sont pas très puissantes, hein. C'est du 1 ampère, mais ça permet de recharger son téléphone la nuit. Et ensuite ces ouvertures là, donc là on nous vend un produit en étant une ouverture panoramique à 180 degrés, donc c'est super, c'est génial sur le papier, hein. Sauf que on l'utilise, on l'a quasiment pas utilisé quoi. Le seul problème c'est que quand on veut faire une aération, pour avoir un courant d'air à l'intérieur, on est obligé de dézipper jusqu'ici quoi. Voilà, pour avoir une partie légèrement, juste une ouverture. Moi je serais plus parti pour faire voilà, un demi-cercle comme ça pour avoir une véritable ouverture et surtout pouvoir faire circuler l'air à l'intérieur parce que il fait très très chaud quoi. Dès qu'il y a un rayon de soleil là-haut, ça claque et il fait super chaud. Et à vrai dire, moi j'aurais préféré avoir une simple ouverture ici, une simple aussi là devant, là, voilà, une petite ouverture ou avoir une aération là-haut comme j'avais sur mon T6 qui permettent de faire circuler l'air. Alors la toile est très épaisse, hein, c'est super, mais il fait extrêmement chaud là-haut et c'est pas très pratique pour avoir un petit peu d'aération quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai eu un petit souci ici aussi. On va essayer de pas tout casser. Là. Alors, vous voyez ce scratch là? Là, il est pris, il est cousu dedans. Ok? Et ben là, il est plus cousu. Parce que dès que je l'ai acheté, à la deuxième ouverture, il s'est déchiré. Il n'a pas tenu. Donc je l'ai ramené au SAV pour ça. Ils m'ont dit, écoutez, on ne peut pas refaire la couture. On n'est pas équipé pour. Donc voilà, ils me l'ont simplement collé à la glu. Vous voyez, et ça tient. Voilà. Un point de glu et jusqu'à maintenant, ça tient. Donc j'ai demandé à maman de me faire un petit point de couture en plus pour pouvoir le reprendre et le sertir correctement. Mais voilà, ça aussi, c'était un petit défaut qui est arrivé sur ce véhicule. Voilà. Hop. 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 Et en même temps, je vais en profiter pour vous parler du stockage de l'échelle. Donc, parce qu'on a 2 échelles, c'est-à-dire il y en a une pour venir ici, pour l'installer et monter en la mettant dans les 2 clips, et une qu'on se sert, oui ou non, pour l'arrière. Donc la seule façon et le seul endroit de stockage, c'est ici. Donc je l'ai mis avec un petit tendeur, ici, où avec une pince, j'ai un petit peu modifié l'angle du tendeur, et ça a tenu pendant tout le voyage, on n'a pas eu de soucis, et ça s'est très bien passé comme ça. C'était vraiment super pratique de l'avoir à cet endroit, parce qu'au moins le matin, je pouvais la récupérer très facilement. Autre truc aussi, ces petits bouchons là, voilà. Alors ça c'est génial, hein, il y en a 2. Par contre, le truc c'est qu'il faut les nettoyer régulièrement, parce qu'il y a tous les cheveux de maman qui viennent se coincer dedans, et c'est arrivé à plusieurs reprises que ce soit bouché, que ça se bouche à cause des cheveux. Donc ça c'est un petit détail, mais voilà, il faut faire assez attention, et puis il faut aussi très souvent vérifier ces joints, vous voyez, qu'ils ne se soient pas décrochés, ou qu'il n'y ait pas une partie du silicone qui se soit barrée, voilà, que ça adhère bien sur la paroi pour éviter toutes les fuites, quoi. Au niveau des sanitaires, on n'a pas eu de soucis, si ce n'est qu'à certains moments on avait beaucoup d'odeurs. Dès qu'on ouvrait les fenêtres, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on ouvrait les fenêtres conducteurs et passagers, on avait des odeurs qui remontaient. Ça faisait une sorte d'aspiration, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, obligé de mettre du produit régulièrement dans les sanitaires pour pouvoir éviter ces odeurs. Et de fermer aussi les bouchons ici. Voilà.
Tout ça, fallait fermer parce que même dans la cuve d'eau usée, si on n'a pas mis un produit pour désinfecter ou quoi que ce soit, ben, au bout d'un moment, on a des odeurs qui remontent. Et c'est pas très agréable. Donc ça aussi, je les ai installés. Ça, c'est moi qui l'ai mis. C'est pour la deuxième échelle. Donc quand le lit est en bas et en position normale, ben, on n'en a pas besoin puisqu'on peut monter très facilement sur ce lit. Par contre, nous, comme on avait aménagé un petit peu le bas et que le lit était très souvent en hauteur, eh bien, j'ai installé ça et que j'ai utilisé avec la petite échelle qui est ici. Et on a rajouté aussi un petit scratch ici autocollant. Et on a fait un petit tissu pour qu'on venait scratcher directement pour isoler cette partie-là pour que le matin, comme moi je suis quelqu'un qui me lève assez tôt, eh bien, je ne dérange pas la famille avec la lumière. On a aussi fait un petit système, vous voyez, avec une toile et un jonc. Alors, je ne sais pas si on va voir. Voilà, il est pris dans la coulisse ici. Hop. Alors, on va faire comme ça. Là, il y a une barre. C'est pas très pratique tout ça là. Donc voilà, cette barre qui est un petit peu biscornue, elle reprend la forme qui nous permet de joindre ça à cette partie-là. Donc elle vient s'insérer là-dedans. Ok. Et comme elle est maintenue ici en bas, ben ça nous faisait une protection pareil pour Thaïs, pour que des fois maman elle cuisinait tout ça, même nous, ben, il restait derrière jouer, ça évitait ben, qu'il bascule ou qu'il parte en avant et qu'il vienne se casser la pipe. Et du coup, j'ai fait des pièces pareilles, imprimées 3D. Ici, il y en a deux. Une ici, de ce côté, où on vient mettre cette partie-là. Et pareil ici, une petite pièce où on vient insérer la barre. Et ensuite, il suffit de lever le lit. Hop, on met la barre et on redescend le lit lentement jusqu'à ce que la toile soit bien tendue. Et du coup, il n'y a plus rien qui sort et l'enfant est bien protégé. Pareil ici, je me suis fait une petite pièce en 3D. C'est un petit bac pour mettre les clés. Je sais pas, le smartphone ou des bricoles, tu vois. Il y en a un là et un ici. Voilà, je mettais mes clés la nuit. Le soir, je mettais toutes mes clés. On a des lumières. Alors, autre chose, ben là, les tiroirs, oh, ils sont magnifiques. Mais par contre, ben, il n'y a pas de place. Franchement, c'était presque, je vais pas dire de pas en mettre, mais voilà. Ici, moi, j'ai pas pu ranger mes affaires. Il n'y a que les affaires des enfants qu'on a pu mettre, c'est-à-dire les caleçons, les petits pantalons, les chaussettes, tout ça. Maman, elle a pu ranger ses sous-vêtements, tout ça, mais après, ne comptez pas mettre un jean, une veste ou des grosses pièces, à la limite des t-shirts roulés, mais pas plus. Hein. Après, il faudra mettre tout ça dans des bagages. Il faudra mettre tout ça ailleurs parce que ça rentre pas, quoi. Et puis, si vous chargez trop, eh ben, dès qu'on ouvre, il y a tout qui se casse la gueule. Donc ben ça fait partie du concept, hein, parce que sinon le lit on peut pas le monter jusqu'en haut. Donc voilà, on a des placards, mais ils sont vraiment pas très profonds. Voilà. En ce qui concerne le frigo, sur cette version on a un 138 litres et qui a très bien fonctionné. On a une très bonne autonomie. On n'a pas eu de soucis, à savoir qu'on n'a jamais rechargé, on s'est jamais branché sur le 220 pour recharger le camion. Il a deux batteries auxiliaires de 100 ampères, ce qui nous fait 200 ampères, et un panneau solaire plat de 140 ampères. Donc voilà, au niveau autonomie, on n'a pas eu de soucis. Ça c'est le système, voilà, c'est pareil, c'est digital. En bas, on a un petit tiroir pour ranger les affaires, et dessous là, on a la ventilation avec le compresseur. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut nettoyer régulièrement, hein, parce qu'il y a des ventilateurs à l'intérieur. Donc il faut régulièrement nettoyer les ventilateurs s'il y a de la poussière. Alors oui, concernant le tableau ici, alors on va faire un petit point. Donc mais ça, je ne vais pas vous faire un tuto, hein. On off, on allume, on vérifie nos trucs. Ici, on a le chauffage qui est digital. Donc là, on monte en température quand on veut. Ensuite, ici, il suffit d'appuyer pour lancer la chauffe, donc il est bleu. Attendre une petite minute le temps que ça démarre. Si ça ne démarre pas, ben, c'est que derrière la bouteille n'est pas activée ou que le circuit est mal purgé. Mais nous, le petit défaut qu'on a depuis le début de ce véhicule, c'est qu'ici, il y a très souvent un point d'exclamation qui vient s'afficher, qui dit qu'il y a un petit souci, un petit défaut. Donc, on a ramené ça au garage, hein, au début qu'on l'a acheté. Et ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas de solution à nous proposer pour l'instant. Le seul truc à faire, c'est appuyer 3 secondes sur ce bouton et il se reset, ça relance le système. Donc, nous, on était un petit peu sceptiques au départ, mais en fait, ça s'est très bien passé. Il suffit d'appuyer là 3 secondes, pof, ça se relance et nickel. Au niveau du chauffage, aucun problème. Il a démarré régulièrement.
On n'a pas eu de soucis. Au niveau du lit, pareil. On ne s'est jamais servi de ce petit bouton. Ça marche nickel. Il faut savoir que sur ce véhicule, on a une petite clé ici qui vient s'emboîter dans le module qui est sous le lit, à votre gauche, et qui permet de pouvoir, si ça bug ou si ça foire, de pouvoir toujours monter et descendre le lit. Donc là, moi j'ai gardé les manuels d'utilisation du chauffe-eau et du chauffage. Le seul truc, c'est que si vous n'avez pas le pack hiver avec le chauffe-eau, comme celui-ci il est situé sous le véhicule, et que qu'il y a de l'eau, et que quand il chauffe, il se condense, il fait pas mal d'humidité, si cette humidité elle gèle, le truc il marche plus. Donc il faut savoir aussi qu'il a une sécurité qu'à partir de 3 degrés, il se vidange automatiquement et il se met en sécurité. Donc si vous allez à la montagne, il faut bien prévoir d'avoir le pack hiver. C'est un petit caisson en plus qui vient dessus et qui est alimenté par le chauffage. Donc il faudra avoir le chauffage allumé pour pouvoir chauffer le système d'eau qui reste à température. Voilà. Ensuite, ici, on l'a tonché. Voilà, donc je vous le dis tout de suite. Vous voyez, là, pareil, l'autre aussi, il est cassé. Voilà, je vous le dis tout de suite, ne montez jamais sur un trottoir pour essayer de faire de la place à quelqu'un et de redescendre la roue avant la première. Voilà ce qui arrive. J'ai voulu me garer un peu près, je suis monté sur le trottoir et en descendant, voilà, ça a fait bim. Bon, le marchepied fonctionne parfaitement, il n'a pas bougé, c'est juste les plastiques qui se sont cassés. Voilà. Ensuite, là-haut. Alors là-haut, on a le panneau solaire. Et ce qui est pas mal, vu qu'il est installé sur le toit ouvrant qui fait toute la longueur, c'est qu'on a la possibilité de légèrement l'orienter. Donc j'ai fait des tests à midi et en fin de journée. Et c'est vrai que dès qu'on ouvre le toit pour recharger, qu'on est en milieu d'après-midi, on augmente la puissance de charge très rapidement. Hein, c'est vraiment significatif. Par contre, le truc, c'est qu'il faut, il faut régulièrement nettoyer aussi ce panneau solaire parce qu'il prend énormément la poussière. Et que si vous ne le nettoyez pas, vous allez perdre un petit peu en qualité et en qualité de recharge. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre avec ce véhicule? Ah oui, le Karcher. Eh oui, quand on veut le nettoyer, on prend le Karcher. Attention, regardez. Bim! L'autocollant s'est décollé. Et ça, c'est juste avec un coup de Karcher. En le nettoyant, je me suis approché un peu trop parce qu'il y avait une petite trace. Et voilà, le sticker, il s'est barré de suite. Donc le Karcher, on peut le passer, mais loin. Mais de très loin même. Ensuite, le porte-vélo, pas de souci. Hein, ça s'est très bien passé. La porte, elle a très bien supporté. On n'a pas eu de problème ni de jeu, ni quoi que ce soit. Au niveau de la bouteille de gaz, j'ai fait des petites modifs parce que le système qu'ils avaient mis d'accroche, franchement, c'était vraiment bidon. Donc j'ai changé les sangles. J'ai mis des sangles plus solides. J'ai rajouté un tapis aussi. J'ai enlevé les 2 barres en alu qu'il y avait là et j'ai rajouté un tapis et j'ai bouché le trou ici. Vous voyez, il y a un chiffon là. J'ai été obligé de le boucher ce trou, vous savez pourquoi? Parce qu'en roulant, il y a toute la poussière qui revenait par ici. Et en fait, tout l'arrière, tout ça là, où on avait rangé nos affaires, c'était plein de poussière. Et même avec la dépression, parce que quand on roule, ça fait une sorte d'aspiration à l'arrière. Et même avec le joint, comme le joint il n'est pas tout à fait étanche, on avait plein de poussière. Alors ça, je vous dis, c'était sur les pistes, hein, bien sûr. Hein. Mais il suffit qu'il y ait un peu de poussière sur les chemins. Et toute la poussière va remonter par ici. Elle est aspirée en fait par l'arrière. Ça fait une sorte de dépression et ça remonte. Donc voilà les petites modifs que j'ai fait ici. Ensuite, j'ai retiré aussi les rails parce que j'en ai pas l'utilité. Et on a mis des sortes de tapis de yoga ou des trucs de mousse pour faire de la gym. Parce que la plaque qui est dessous là en fait, il y a cette plaque là, elle est super froide. En fait, on pouvait même pas s'asseoir dessus parce que elle attire le froid, quoi. C'est pas quelque chose de chaud. Donc du coup, on a mis ça et on a gagné en confort parce que ça isole quand même cette plaque et que ça permet de gagner un petit peu de chaleur. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, aussi ça là. Voilà, ici normalement il y a un leash qui est là. Donc vous voyez la vis qui est ici, d'origine elle est pas vissée, elle est juste posée comme ça et du coup avec les vibrations elle se barre, hein, elle est tombée. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai mis du frein filet sur la vis et je l'ai revissé. Vous voyez, même là elle bouge, hein, mais au moins elle se dévisse plus quoi.
Là, de ce côté, je l'ai retiré. Je l'ai remis derrière pour pouvoir ouvrir la porte. C'est une sécurité, hein, au cas où on puisse... on laisse la fenêtre ouverte et qu'on ouvre la porte et du coup, bah, ça vient péter la fenêtre. Mais du coup, comme elle passe juste, moi je l'ai retiré parce que des fois, c'est bien pratique de pouvoir ouvrir cette porte. Au niveau du sommier, ben là, ici, pas grand-chose à dire, hein. Nous, on met la barre ici pour le store extérieur. Et on dort super bien à 4. Hein. Franchement, il y a des moments où quand on était en voyage sur l'autoroute, il y avait énormément de trajets, ben, ou même quand il a fait froid à la montagne, on a dormi tous les 4 à l'arrière. C'est-à-dire 2 adultes, sveltes, hein, bien sûr, et 2 enfants de 7 ans, et l'autre, il a 1 an. Thaïs, il a 1 an. Et ça passait bien, on était plutôt bien calés. Bon, après, il ne restait pas grand-chose comme place, mais c'était plutôt confortable. Un autre petit truc que j'ai rajouté qui est bien pratique, c'est ça là. Ça, c'est pour les pieds de store. Ça permet d'ouvrir le store de tes fonds. On n'a pas envie de l'ouvrir à fond, ou même on peut l'ouvrir à fond. Hein. Et pour ne pas l'avoir dans les pattes ici, que les gamins ils jouent et ils vous l'attrapent, et des fois le sol ne permet pas justement de pouvoir fixer ces sardines, et bien au moins on peut les fixer sur les côtés directement. Vous voyez, ça se lève. Tac, on rentre le pied et on ferme. Et du coup, nos pieds sont pris dedans. Il y en a un ici et un là. Et ça permet de fixer les pieds de store. Ça, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai eu comme souci? J'ai ce bouton aussi qui a déconné à un moment. Il ne me faisait plus le contact et il a fallu que je le nettoie. À l'avant, on a 2 batteries aussi. Donc du coup, on a aussi voyagé avec une EcoFlow, hein, la River Pro. Et du coup, je me suis tiré un petit câble ici que j'ai pris directement sur les batteries où j'ai mis un porte-fusible. Et ça me permettait de pouvoir recharger cette batterie EcoFlow parce que c'était la River Pro, parce que j'avais besoin de 220 volts et pour recharger mon drone, pour le sèche-cheveux de maman, pour des bricoles. Donc du coup, j'ai tiré un petit câble ici et ça me permettait de pouvoir recharger cette batterie et de profiter du 220 volts et de la charge rapide. Et de l'autre côté aussi, bah, vous allez me dire, il n'a que des problèmes ce véhicule. Bah, comme tous les véhicules neufs, hein, il y a toujours un truc qui ne va pas. Hein. Donc au niveau de la caissette, pas de souci. Là, on ne s'est pas servi de la douche. Là, c'est l'électricité. Et ici, on a la trappe. Et hop. Voilà, alors là, il y a toute l'électricité. Et on a eu un souci avec l'alimentation qui est là. C'était cette fiche. C'est-à-dire le panneau solaire qui alimentait l'arrière. Et du coup... à certains moments ça chargeait, à d'autres ça chargeait pas du tout les batteries auxiliaires. On n'avait pas de retour de charge et on n'avait aucune tension qui s'affichait sur le panneau. Et en fait c'était la fiche, les câbles ils étaient trop tendus et elle n'arrivait pas à se clipser correctement, elle n'était pas bien emboîtée. Donc on l'a remboîté plusieurs fois, mais en fait il se trouvait que c'était la fiche qui était cassée. Donc elle sera à remplacer, mais là pour l'instant elle tient quoi. Parce qu'on a rajouté un Colson ici qui permet de la maintenir en pression sur l'intérieur. Voilà. Ça, et je crois que je vous l'ai dit aussi déjà au tout début, hein, mais voilà, on a retiré cette partie-là. C'est-à-dire ça là, ici, là. Parce que moi, je voyais rien quoi. Sur le tableau de bord, j'avais aucune visibilité sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, le tableau de bord, le poste, bon, ben, il est un petit peu factice. Mais voilà, sinon à part ça, ça a été des super vacances. C'est un très très beau véhicule. On a passé de super bons moments d'ailleurs. Allez voir sur ma chaîne un petit peu les vidéos qu'on a ramenées de Norvège. C'était vraiment génial. Et ce qu'il y a de bien, vous voyez, avec ce système de toit relevable, c'est qu'il est pris directement sur le châssis et sur toute la longueur. C'est-à-dire que les attaches du toit sont pris à l'arrière. On a 2 vérins qui poussent, plus 2 autres sur les côtés. Et contrairement à d'autres toits ouvrants qui sont simplement sur 2 vérins avec un système d'équerrage, là celui-là il est vraiment très rigide parce qu'on a pris de bonnes bourrasques devant et en fait ça n'a pas bougé quoi. La toile est toujours restée bien tendue et le toit n'a pas bronché à aucun moment on a senti que ça craquait ou que ça risquait quoi que ce soit. Donc bravo la conception, franchement Adria là ils ont bien géré le système. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Hein. Ah oui, le système de chauffe-eau qui est dessous. En fait, c'est ça là. Ça, c'est la sortie. Et on voit. Alors, je sais pas si on va le voir avec la caméra là. C'est un petit peu compliqué de se baisser. Est-ce qu'on va y arriver? Le chauffe-eau, il est là. Voilà. Et ça, quand on l'allume, ça fait de la vapeur d'eau. Et du coup, quand ça gèle,
eh ben, ça doit se boucher quelque part et du coup ça ne fonctionne pas du tout. Donc l'hiver, il y a un caisson qui doit venir là-dessus. Là, vous voyez, alors je sais pas si on voit, moi je le vois d'ici, mais il y a un petit trou sur le côté là. Et là, il y a de l'eau qui coule régulièrement. Et voilà. Ah oui, aussi, concernant la tenue de route, franchement, il tient super bien la route, quoi. C'est impressionnant quand même, sa tenue de route. Et ça, c'est sûrement dû aux amortisseurs. Vous voyez, ici, ils ont mis des... Alors, est-ce qu'on ne les voit pas bien, là? Il y a deux gros boudins noirs de chaque côté. Je pense que c'est des sumo springs, ils appellent ça, qui permettent de compenser le roulis du véhicule. C'est-à-dire que quand on dépasse un gros camion ou qu'il y a du vent, ben, on a souvent le véhicule qui tangue. Et même dans les virages, quand on prend des ronds-points, on a tendance à être emporté, alors que là, pas du tout. Le véhicule est ultra stable. Il tient vraiment super bien la route. Moi, j'ai vraiment été étonné. J'ai eu aucun problème avec la boîte à vitesse. Elle est très souple. La direction, pareil, c'est une Twingo à l'avant. On est vraiment très très bien installé, quoi. Voilà. Après, moi, j'ai pas eu de soucis. Bon, si, il y a ces petits clips aussi qui se barrent. Ça tient pas trop. Vous allez voir, dès que vous allez vous en servir, ils sont juste clipsés, quoi. Ça se barre. Pareil, les petits crochets là, ce petit système noir là qu'on voit devant. Celui-là, il a merdé plusieurs fois. Donc, je l'ai ouvert. J'ai remis le petit loquet en acier à l'intérieur. Et j'ai rajouté un petit bout de carton assez fin qui permette de maintenir cette petite tige que vous allez trouver à l'intérieur en place. Alors, il y en a qui disent qu'il faut les changer. Non, pas du tout. Ça se répare. Tout se répare. Comme le piezo, comme le gicleur de gaz. Et depuis, ça fonctionne très très bien. Donc ça, et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout, je pense. Hein. Ça fait pas mal de petites choses. Hein. Moi, je l'ai ramené déjà 2 fois parce qu'il a dû avoir des mises à jour. Et je l'ai ramené une autre fois justement pour cette prise qui ne chargeait pas. Et si vous deviez partir avec, ben voilà, c'est surtout prenez un tournevis parce que ça, le gaz et le piezo, c'est à coup sûr, ça va vous arriver. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de problème. Et pareil, la trappe ici, là, il y avait le cric, tout ça. Et du coup, bah, on l'a viré, on a démonté. J'ai fait un petit système. Je sais pas si je vous montre. Hein, tant qu'on y est, allez, pour finir bien. Hop, est-ce que je vais y arriver avec une main? Voilà. Donc moi, j'ai vidé l'intérieur. Je me suis fait 2 petites pièces en impression 3D pour venir fixer le cric à l'intérieur, pour qu'il soit bien placé. Et tout le reste, je l'ai mis là-dedans. Voilà, tout est là-dedans. Le gilet, voilà, tout le reste est à l'intérieur. Voilà. Et après, bah, les purges, hein, vous savez, hein, ça se passe ici. Il y a 2 vannes pour la purge. Et il y en a une là-dedans. Et il y en a une aussi dans le réservoir qui permet, donc ça c'est à faire l'hiver, hein, ou même dès que vous en servez plus, il faut purger parce que sinon il y a des bactéries qui se développent. Et puis ça s'oxyde aussi. Tout dépend de votre eau, avec le calcaire, tout ça, ça risque de se boucher, quoi. Donc voilà sur ce petit truc. Voilà, donc on fait un dernier point. Ça et le Skyview aussi, bah ouais, putain, ça finit jamais. Hein. Alors je sais pas si j'en ai parlé parce que là, vous savez, j'ai eu un problème de son. Ça c'est magnifique, c'est super. Par contre l'été, c'est un puits de chaleur. C'est vraiment, ça attire vraiment beaucoup la lumière et la chaleur. Et du coup, il faut jamais le laisser fermer entièrement parce que sinon la chaleur s'accumule et ça va déformer le tissu, les plastiques, la matière, tout ça. Donc moi je laisse toujours ouvert un petit peu, je laisse 2 doigts, 3, ouais 2, 3, ouais, c'est au choix. Hein. Et voilà, au moins ça reste légèrement ouvert et l'air circule. Au niveau de la climatisation, ça fait bien du froid à l'avant, mais par contre pour l'amener à l'arrière, faut envoyer. Hein, parce que le froid fonctionne super bien, mais comme le véhicule est immense, il prend énormément la chaleur. Alors ce modèle est blanc, ce qui fait qu'il attire moins la chaleur. J'imagine même pas sur les véhicules. Il y en a certains, ils sont gris. Ils sont magnifiques en gris, hein, mais ça doit être un puits de chaleur. Ça va être vraiment insupportable à l'intérieur l'été. Donc voilà, 15 000 km, 62 jours de road trip. C'est les principaux soucis qu'on a rencontrés avec ce véhicule. Et ça s'est très très bien passé. Et franchement, il me tarde qu'une chose, c'est de repartir à l'aventure. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez apprécié le sujet. Désolé pour la coupure de son, il a fallu qu'on la refasse 2-3 fois parce que ça merdait. Mais voilà,
Sur ce, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ah, ciao, merci à tous.